Bon, comme quoi je suis bien ce que dit la communauté. Il y en a qu'à demander. Alors je le fais. Et t'es un seul. Pas grave. Plus tard, il y en aura plusieurs. On attaque? Salut mes biloutiers. Café? Le beau café. C'est bon le café. Oh putain, je l'ai vachement sucré celui-là. Puis je viens de le faire, il est tout chaud, tout bon. Hein. Ouais, mes morceaux de sucre ont pas tous la même taille. Je prends un truc, la perruche, là, c'est... Ils sont super bons ces sucres-là. Ne mangez pas le sucre blanc. C'est très mauvais, c'est de la saloperie de sucre blanc. Ne mangez pas ça, c'est fait avec les résidus d'équarrissage pour blanchir le sucre. C'est dégueulasse, ne mangez pas de sucre blanc. Voilà, c'était le conseil culinaire d'Ablanor. Salut. Ah mais non, merde, faut faire le point planning là. Demain, de quoi qu'on parle? On parle du nouveau truc sur la taxe et l'autre abruti là. Ah non, faut pas dire j'ai dit abruti dans la première minute, je vais me faire pourrir la vidéo. Tant pis. Introduction avec ce nouveau Trigram Tax, on va présenter la globalité de la nouvelle série qui sort. Et après-demain, un petit tour côté politique. Comment c'est les titres des machins philosophiques de l'utilité des votes en France. Aussi bien les votes de la population que les votes des élus dans les assemblées, le Sénat, le machin, les trucs comme ça. Allez, faisons le point sur le bilan. C'est parti. Mais non, vous ne l'avez pas. Pas le bilan, le Liban. Bah ouais, mais vu qu'on n'est pas en direct, je suis obligé de la désamorcer tout de suite. Allez, faisons le point sur le Liban. C'est parti. Comme je le disais en introduction, il y en a un qui a demandé, et je vais balancer, hein, Realja. Dans le short, dans le S091, c'est toi qui as dit j'avoue que j'ai des lacunes sur le sujet, je serais intéressé par une vidéo. Puisque vous vous rappelez tous, forcément, parce que vous avez tous vu ce short 91. Je disais, voilà, il y a le Bronx à Beyrouth, l'Israël, le Liban, tout ça, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Voilà, Realja, tu me dis que tu as des lacunes. J'ai pas regardé si tu as eu des pouces, parce que j'ai fait la capture d'écran, mais là, j'ai pas regardé récemment si tu avais eu des pouces. Bref, on va dire qu'il y en a au moins un qui demande, bah je fais. Comme je dis et je répète, n'hésitez pas à me dire de quoi vous avez envie que je cause éventuellement. C'est pas que je manque d'idées, mais c'est que d'avoir des idées de l'extérieur, c'est toujours bon, c'est stimulant. Voilà, maintenant que j'ai fait cette mise à l'honneur, parce que vous commencez à voir, moi j'aime bien, voilà, on travaille en communauté, donc on met les gens à l'honneur quand ils font un truc sympa. Euh, on va parler de ce sujet explosif où je vais... Déjà l'autre jour j'ai pris un risque en racontant ma mésaventure de 85, enfin mes aventures qui a failli me tuer quand même, mais bon. Mais je crois que là je risque une autre forme de mort. Allons dans ce sujet qui est une poudrière. Enfin, faut faire super gaffe quand on l'aborde, surtout avec les énergumènes qu'on a, autant à droite qu'à gauche. Hein, Bon, alors effectivement, ceux de gauche ont l'air un peu plus dangereux socialement que ceux de droite, mais putain, il est clivant ce sujet. Hein. C'est voilà. Bon, comme je suis aussi honnête avec vous, je suis allé chercher le concours du félin GPT non binaire. Voilà. Hein? Préférerais que tu fasses la lecture. Je suis un peu enroué et Ah, ça me fait mal à la gorge. pas de soucis, ma grande, bah, je te fais ça. J'espère que t'as pas chopé la crève. Bah, je suis allé au Matou Club et j'ai oublié de prendre une petite laine pour Ah la ouais. sortie. Bon, bah on attaque. Et puis fais-toi un grog pour que ça passe. Merci, alors, je vais me faire ça tout de suite. Oula. Bon. Si je croyais en un dieu quelconque, je ferais une prière pour elle quand même là. Bon. Elle m'a fait un résumé écrit que je vais essayer de vous résumer encore plus. Parce que si je vous fais la lecture de ce qu'elle m'a balancé, c'est particulièrement insipide. Il faut reprendre la chose
entre guillemets au commencement, mais dans ma conclusion, je vais vous en parler. Attention au rappel à l'histoire, c'est très 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 dangereux, tout le temps. Tout le temps. Peu importe si vous avez raison ou tort, quoi qu'il arrive, le rappel à l'histoire est toujours dangereux. Là, on va essayer de faire des choses un peu factuelles, vraiment, parce que et puis je vais aussi dans ma conclusion, j'ai une deuxième partie sur ma position et mon avis là-dessus que je vais pas vous donner maintenant. Là, pour l'instant, ce que je vais égrener, c'est vraiment du fait. 1948, création de l'histoire, création de l'État d'Israël, qui s'est pas spécialement passé dans la dentelle. Soyons clairs. Ça s'est passé, mais ça s'est pas spécialement bien passé puisque ça a déclenché la première guerre arabo-israélienne lorsque les alors attends comment dire ça déclenche la première guerre israélo-arabo-israélienne lorsque les pays voisins y compris le Liban attaquent Israël en réponse au rejet du plan de partage de la Palestine proposé par les Nations Unies. Hein. C'est-à-dire que dès le départ, la Palestine pose un problème. En deuxième point, elle m'a dit 1967-1982, l'essor de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et la guerre du Liban, puisque entre 67 et 82, ça a été un Bronx pas possible. La guerre des 6 jours permet à Israël de prendre le contrôle de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du plateau du Golan, qui se trouve en Syrie, et ainsi que le Sinaï en Égypte. Ça a foutu un bordel pas possible, ça, avec l'Égypte au sud. Euh, Tiens, j'y pense. Juste comme ça. Toc. Une petite carte pour nous aider. J'aurais dû y penser plus tôt. C'est toujours utile d'avoir une carte quand on commence à parler de ces choses-là. Donc de nombreux Palestiniens trouvent refuge dans le sud Liban. Pendant cette période-là, en 70, on a un conflit qui est plus connu sous le nom de Septembre Noir en Jordanie, où l'OLP se réfugie massivement au Liban, alors que ça tape de l'autre côté, enfin bon, donc un Bronx. Entre 75 et 90, il y a déjà le Liban prend une guerre civile. Les Israéliens interviennent militairement au Liban en 82 pour expulser l'OLP de Beyrouth. Ouais, déjà. Hein. Et puis, en 82, le siège de Beyrouth conduit au départ de Yasser Arafat et de l'OLP vers la Tunisie. Le moment où Arafat se barre là-bas. Arafat, moi, que j'aimais bien, hein, je trouve que c'était un mec qui était assez ouvert et assez euh, didactique, assez pragmatique, assez... ouais, didactique. Non, 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 j'ai pas employé au hasard le mot didactique, hein, pédagogue, ou pédagogue, j'aurais pu dire. Parce que à chaque fois dans ses interventions, il essayait d'expliquer, de faire comprendre, d'enseigner aux gens sur la chose. Et je trouve que Arafat faisait des choses bien. Et en face, on avait qui chez les Israéliens? Parce qu'il y avait un mec bien aussi chez. Bon, c'est pas grave, son nom va me revenir peut-être dans la lecture de ce qu'elle m'a donné. Parce qu'en point 3, c'est là qu'elle attaque le Hezbollah et le retrait israélien du Liban en 2000. Le Hezbollah qui se forme en 85, un Hezbollah au départ qui est une force politique, mais aussi une force militaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment confusion des deux. Contrairement à d'autres mouvements, regardez bien les guillemets, hein, contrairement à d'autres mouvements terroristes, c'est bon, vous les avez bien vus. On a connu des choses, comment ça s'appelle, en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, on avait clairement l'IRA, qui était un mouvement militaire, et le Sinn Féin, qui était un mouvement politique. Alors, c'était les mêmes gars, en fait, hein. Ou, enfin, au moins les têtes pensantes, les mecs se parlaient, mais c'était bien deux mouvements séparés. Le Hezbollah fait la même chose, avec une fraction armée et une fraction politique, sauf que eux, ils font ça dans un seul et même mouvement. Ça fait une petite différence. Donc je disais en point 3 on a ça, le Hezbollah s'est formé en 85 et puis a commencé à faire tout un tas de trucs. En 2000 l'Israël se retire unilatéralement du sud Liban après 22 ans d'occupation, bon, c'était un peu le bordel. En 2006 on remet le couvert Israël versus Hezbollah. Juillet 2006 une escalade majeure des tensions entre Hezbollah et Israël conduit à une guerre qui dure 34 jours. C'était assez court les guerres, hein. La guerre des 6 jours, 34 jours, c'est bon, on va voir, hein. En 2006 donc rebordel monstrueux. En point 5, elle m'a dit la bande de Gaza et le conflit israélo-palestinien après le retrait israélien de Gaza en 2005. Le Hamas, donc on voit le Hamas arriver. Merde, elle m'a pas donné la date de création du Hamas.
Le Hamas, une faction palestinienne islamiste, prend le contrôle de la bande de Gaza en 2007, après avoir remporté les élections législatives de 2006. Depuis, Gaza est le théâtre de plusieurs conflits armés entre le Hamas et Israël. Il y a débat sur pas la véracité, mais la légitimité de cette fameuse élection. Il y a plein de gens qui disent, attention, c'est pas moi, hein, il y a plein de gens qui disent que, en fait, c'est même pas une question d'abstention, c'est qu'en fait, il y a une trop petite partie trop petite fraction de la population qui a voté pour que ce soit légitime. C'est un argument qui existe. Puis après, on a l'opération Plomb durci, c'est joli comme nom, en 2008-2009, l'opération Bordure protectrice en 2014, et d'autres conflits périodiques opposent Israël et le Hamas. La situation à Gaza est marquée par un blocus israélien et partiellement égyptien, des bombardements récurrents, une crise humanitaire. Oui, les Égyptiens ont tendance à bloquer, à dire non, 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 vous n'êtes pas chez nous. Ils ont leur raison. Et en 6, on a tensions actuelles et évolutions récentes. 2021, les tensions entre Israël et le Hezbollah restent élevées, bien que la frontière israélo-libanaise soit relativement calme. Bon, voilà, en gros, c'est ça. Elle m'a fait une conclusion, là je me permets de vous la lire. Les relations entre Israël, le Liban et Gaza sont marquées par des décennies de conflits armés, d'occupation, de résistance et d'interventions internationales. Le Liban est principalement concerné par la présence du Hezbollah, tandis que la bande de Gaza est contrôlée par le Hamas. Hamas comme Hezbollah, politique et armée en même temps. Chaque groupe ayant des objectifs et des approches différentes vis-à-vis d'Israël, ces conflits sont enracinés dans des jeux historiques, territoriaux, religieux et géopolitiques complexes. Je ne suis pas rentré non plus dans les trucs qui disent, parce qu'il y a des trucs musulmans avec des chiites et des sunnites. Je ne suis volontairement pas rentré là-dedans, parce que là, ça explose tout. Et quand les gens auront voté pour avoir le dossier, on parlera des chiites, des sunnites dans les musulmans, parce que c'est un truc, mais ça se passera sur la chaîne Culture. Et visiblement, cette semaine, il y en a qui veulent savoir à quoi ressemble la pilosité faciale. J'ai mis ça pour la déconnade, et bien sûr, tout le monde a sauté dessus. Allez, c'est pas grave. Je vais demander après d'affiner certaines petites choses. Par exemple, sur le Hamas, alors le Hamas c'est l'acronyme de... Pardon, je suis obligé de m'approcher parce que c'est écrit trop petit encore. Il faut que j'aille voir l'ophtalmo, mais au Mans on n'a pas d'ophtalmo. C'est 6 mois avant d'avoir 6 mois voire 9 pour avoir un rendez-vous. Harakat al-Mukawama al-Islamaya. Hamas. Ou mouvement de la résistance islamique. Bien sûr, je n'allais pas vous laisser comme ça, parce que je me doute bien qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne parlent pas l'arabe. Moi, le premier. Alors, le Hamas s'est fondé en 87 lors du déclenchement de la première intifada, un soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens, Cisjordanie et Gaza. Parce que faut pas oublier, hein, il y a la Cisjordanie qui est toujours prise dans le truc. Hein. Il y a toujours un peu de bordel là-bas. En même temps, parce qu'Israël cherche un peu à conquérir. Bon, attention, je donne mon avis là et je suis pas très sûr de... Parce que vous allez voir à la fin ce que je vous raconte. On a ça, en 87, c'est le cheikh Ahmed Yassine, comment fondé... Pardon, j'arrive plus à lire ce qu'elle m'écrit, parce qu'en plus avec le copier-coller dans mes notes, ça a mis des astérisques partout. Donc toujours en 87, le Hamas fondé par le cheikh Ahmed Yassine, le Hamas se distingue de l'OLP, de l'Organisation de Libération de la Palestine, en adoptant une position religieuse islamique plus marquée. Arafat n'avait pas de... Arafat, hein, si vous vous rappelez, c'est le gars là, toujours avec son kéfier. Pour ça, le kéfier, c'est un symbole, le kéfier, un symbole très fort. Mais Yasser Arafat n'avait pas de volonté religieuse, lui. C'était juste de la politique, il voulait libérer son pays. Enfin, qui a été reconnu pays, mais pas par tout le monde. Je me rappelle bien, même les Américains n'ont toujours pas reconnu l'existence de la Palestine. Des couillons, j'aurais dû vérifier. Contrairement à l'OLP qui, à partir des années 90, négocie avec Israël, le Hamas refuse la coexistence avec l'Israël et s'oppose aux accords de paix. En 93, on a l'OLP qui signe les fameux accords d'Oslo. Cette position marque un tournant dans la divergence entre l'OLP via le Fatah qui est un parti politique pur, et le Hamas. 2000-2005, seconde intifada, où alors là ça pète dans tous les sens, avec le Hamas qui explose tout dès qu'il peut, et 2000, qui conduit à 2006 la prise de contrôle de la bande de Gaza. Et est-ce qu'elle me parle ? Le Hamas forme un gouvernement, mais les tensions éclatent rapidement entre le Hamas et le Fatah.
Le Fatah, de mémoire, encore une fois, qui n'est que politique. Je ne me rappelle pas que le Fatah est une fraction armée. 2007, après des affrontements violents entre les partisans du Fatah et ceux du Hamas, ce dernier prend le contrôle total de la bande de Gaza, donc ce qui conduit à la situation actuelle. Et d'un autre côté, on a quoi? Donc l'opération Plomb durci dont on parlait tout à l'heure, déclenchée par des tirs de roquettes du Hamas sur Israël, cette opération israélienne vise à affaiblir la capacité militaire du Hamas à Gaza. Le conflit dure 3 semaines et cause la mort de centaines de civils à Gaza, ainsi que d'importants dégâts matériels. L'opération Pilier de défense en 2012, ce conflit dure 8 jours et fait suite à des tirs de roquettes sur Israël. C'est toujours les mecs qui tirent des roquettes, Israël envoie des chars. Il y a toujours une espèce de disproportion dans la réponse. Mais en même temps, les autres, ils n'ont pas de chars, donc ils ne peuvent pas y aller avec des chars. Qu'est-ce qu'on a? Opération Bordure protectrice en 2014. Conflit est plus long et plus destructeur depuis que le Hamas contrôle Gaza. Il dure 50 jours, cause des milliers de morts, principalement des civils palestiniens. Toujours les civils qui ramassent, de toute façon. L'opération commence après l'enlèvement et le meurtre de 3 adolescents israéliens par des militants palestiniens en Cisjordanie. Les tunnels souterrains utilisés par le Hamas pour infiltrer Israël sont une des principales cibles israéliennes. Et puis après, elle me parle de mai 2021, des nouvelles tensions entre Israéliens et Palestiniens à Jérusalem aboutissent à un autre conflit armé entre Israël et le Hamas. Ce dernier tire des milliers de roquettes vers Israël. L'armée israélienne mène des frappes aériennes massives sur Gaza. Tu balances des roquettes, les autres ils t'envoient des avions de chasse et des bombardiers. Tu veux faire quoi? Il y a un moment, on est sur un système un peu de David contre Goliath. C'est malheureux à dire, ça, mais et sans chercher, encore une fois, sans dire lui a raison, lui a tort, surtout pas. Parce qu'on est dans un principe de poule et de l'œuf sur ce bordel-là. Voilà, qu'est-ce qu'elle me met en conclusion? Putain, elle est longue sa conclusion. Ah non, elle est pas si longue que ça. Le Hamas joue un rôle central dans la dynamique du conflit israélo-palestinien, en particulier à Gaza. Depuis sa prise de contrôle de cette région en 2007, il a été impliqué dans plusieurs conflits meurtriers avec Israël. Sa position radicale, qui refuse toute reconnaissance d'Israël, le distingue d'autres factions palestiniennes comme le Fatah. Le Hamas continue de façonner la politique palestinienne, notamment à Gaza, où il contrôle la vie politique et sociale. La conclusion de ça, c'est que c'est un gros bordel depuis, ça fait 80 ans maintenant. 75, 80, enfin depuis 1948, donc ouais, on est, c'est ça, on est à entre 75 et 80 ans de bordel, alors parce qu'on dit 48, mais ça a commencé un petit peu avant, hein. Alors avant, 3 ans avant, on finissait la guerre mondiale chez nous. Mais c'est justement à la suite de cette guerre mondiale qu'on a fabriqué l'État d'Israël, hein. Mais en gros, on est à 75-80 ans de bordel quasi ininterrompu. C'est à partir de là que vous avez compris que cette chère félin GPT non binaire, tiens, merci Cerise, vraiment, ça me fait rigoler longtemps. T'as mis un sourire sur mon visage, ça c'est déjà très fort. Un de mes oncles qui est très très engagé politiquement, auquel je fais référence assez souvent, lui il est né en 47, hein, donc bon, il n'a pas compris dès le départ, mais il a pu suivre le truc, et puis il dit ouais, tout ça c'est de la faute des Anglais. Parce que si on regarde un peu le truc, oui, les Anglais ont dit bon, les Juifs vous allez vous mettre là, et puis ceux qui étaient déjà là, on vous emmerde. Schématiquement, hein, ok? C'est très grossier ce que je viens de faire. Et c'est là que je vais justement atterrir sur ce que je disais au départ. Attention au rappel à l'histoire, qui est donc toujours dangereux, parce que le rappel à l'histoire, il y a beaucoup de politiques qui le font, beaucoup d'essayistes, beaucoup d'éditorialistes, beaucoup de journalistes, beaucoup de journalopes qui le font. Mon fiston, lui, ça fait maintenant plus d'un an qu'il a, plus d'un an et demi même qu'il a sa licence d'histoire, il est diplômé, il a fait des vraies études d'histoire, et un jour justement, on discutait de ce sujet-là tous les deux, et c'est lui qui m'a expliqué, et m'a donné un très bon conseil ce jour-là. Il m'a dit, papa, fais très attention quand tu fais appel à l'histoire, c'est dangereux. Et donc, on s'est amusé à remonter, à dire, tu sais, sur le jeu de la poule et de l'œuf, tu vois, sur la surenchère permanente que les journalopes peuvent se faire.
Bah si on remonte comme ça, toc 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 toc, pour dire qui était là le premier, parce qu'en fait c'est ça l'enjeu du truc. Qui était là le premier? Bah je suis désolé, mais c'est Moïse qui gagne. Parce que, alors Moïse, au-delà d'être un personnage biblique, c'est un personnage qui a historiquement existé, on le sait, ça a été prouvé. Le mec, il en a eu marre de Pharaon, il s'est barré, il a traversé la mer Rouge, il est remonté, le Sinaï, le machin, le truc, le Jourdain, il est venu, il s'est posé là. Il a dit, je suis le chef, le fondateur. Alors non, c'est parce qu'entre les deux, il est mort, et puis c'est Abraham qui a suivi, ou je sais plus quoi. Mais, vous voyez l'histoire, c'est que ces gens-là sont partis en disant, le peuple hébreu s'en va, ne supporte plus Pharaon, et s'en va, quitte l'Égypte, et va monter. Il est arrivé là, il a vu qu'il y avait personne sur le Jourdain, pouf, il s'est posé. Donc si on veut faire un rappel à l'histoire de manière très très conne, parce que c'est très con de faire ça, il y a 3000 ans en gros, à peu près, c'est les Hébreux qui étaient là en premier. Les Hébreux, donc les Juifs. Mais vous voyez à quel point c'est con de faire un rappel à l'histoire comme ça. Enfin, ça tombe sous le sens. Avec tout ça, Realja, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que ça a remis en quelques dates en place, quelques choses. Moi, à titre personnel, pour une fois, moi qui suis toujours engagé, qui ai toujours une position, un avis, ce qui emmerde pas mal de gens, et bah pour une fois, tu vois, j'en ai pas. Je vais pas dire oh là là, les pauvres Libanais, machin, oh là là, les pauvres Israéliens, machin, oh là là, les pauvres Gazaouis, non. Je vais forcément humainement déplorer que les civils, les enfants, les machins meurent, parce que ça c'est de la merde. Et j'ai beau avoir un passé militaire, j'ai fait un service militaire, je voulais m'engager, machin. Il y a un moment, je sais que la guerre c'est de la merde, il faut jamais faire de la guerre. Quand tu fais la guerre, c'est que t'as perdu, parce que t'as épuisé tous les terrains diplomatiques, de négociation, de machin. Donc quand on arrive à faire la guerre, c'est que t'es au bout du truc. C'est exactement comme quand t'es dans une discussion qui s'envenime, si tu mets un pain dans la gueule du mec, c'est que t'as plus d'arguments. C'est nul, faut pas le faire, tu vois. Là, sur ce coup-là, moi, je vais plaindre les populations civiles qui en ramassent plein la gueule depuis 80 ans. Parce qu'il y a des mecs qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à discuter, et en même temps, si tu regardes, essaye de te mettre du côté du Hamas, du côté du Liban, du côté du Hezbollah, du côté des Israéliens, essaye de prendre la position à chaque fois, bah t'es obligé de dire qu'à chaque fois ils ont raison, et c'est ça le bordel. C'est qu'au bout du compte, ils ont tous un peu raison et tous un peu tort. Et je dis pas ça pour me protéger, pour dire oulala, je prends un risque. Non, 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 non. Comme je dis, moi j'assume tout ce que je dis sur ma chaîne, hein, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste que là, très sincèrement, sur ce conflit, j'ai pas d'avis. Alors, ça devient même hyper dangereux parce qu'on a une certaine frange de nos politiques en France, plutôt à gauche, qui en arrive à dire ah non, tu t'es obligé de choisir, il faut te machin. C'est, je crois que c'est Squeezie, oui c'est ça. Des mecs de LFI ont, il y a 6 8 mois déjà, c'était après le fameux 7 octobre 2023, hein, parce que ça, le gros bordel qu'on connaît. Alors j'en ai pas parlé exprès parce que l'idée c'était de revenir sur l'historique, pas sur les derniers trucs. J'ose croire que vous avez compris ce qui se passait. Mais quelques semaines ou quelques mois après, il y a des mecs qui ont, sur Twitter anciennement X, qui ont sommé Squeezie de prendre position. En disant, ouais, tu représentes 20 millions d'abonnés, tu dois prendre position. Non. Et donc après, ils ont dit, bah, de toute façon, si tu prends pas position, c'est que t'es contre. Les mecs, la Suisse, ça existe, hein, on a le droit d'être neutre. À Blanor, sur le conflit Hamas, Hezbollah, Israël, Liban, enfin sur tout le Bronx qu'il y a là-bas, Ablanor déclare sa neutralité. Je choisis pas un camp. Je veux pas. Le seul moment où je vais commencer à choisir un camp, c'est quand tout ce bordel-là va tellement dégueuler que ça va avoir un impact sur la France, sur mon pays. Quand ça sera là. Parce que pour l'instant, ça va. Il y a... Enfin, ou alors j'ai loupé un épisode, mais pour l'instant, ça va. On n'a pas d'impact. Le seul truc que l'on risque, c'est que l'Iran s'en mêle, qu'Israël démonte les installations pétrolières et que là, et ben là, on va nous faire monter artificiellement le prix du carburant. Hein, j'ai expliqué ça à un moment. Si y a une pénurie de pétrole et que le cours du baril monte, vous allez voir que le prix de l'essence va monter immédiatement, alors qu'en fait, le pétrole qui a servi à faire l'essence, ça fait plus de 6 mois qu'on l'a acheté. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ben, vous avez les commentaires, si vous voulez que je vous explique cet autre sujet du raffinage de pétrole, de l'achat et compagnie. Commentaires, dites-le moi. C'est le seul moment où je prendrai un avis. Le premier qui fait du mal à la France devient mon ennemi, mon adversaire. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.